je reviens sur ce que Marcel Mauss disait à propos de la marche et ensuite on va avancer très très vite sur la question des enfants sauvages. Qui a déjà vu un film avec Marilyn Monroe? Personne? Ah bah, messieurs, mesdemoiselles aussi, je sais pas, vous loupez quelque chose d'important dans votre vie, hein. C'est quand même grâce à ça que j'ai découvert que j'étais farouchement hétérosexuel. Alors, Marilyn Monroe marche d'une certaine manière que je ne pourrais pas vous décrire en termes décents. Et Marcel Mauss se rend compte que cette technique de marche se retrouve chez... Mais ça, il s'en était pas rendu compte avant. Elle se trouve chez les jeunes filles parisiennes, chez les jeunes parisiennes, et chez ces infirmières à New York. Pourquoi c'est les jeunes parisiennes et pourquoi les infirmières à New York? Parce que il y a des cinémas dans ces villes et qu'au fond, elles ont adopté la démarche d'une personne qui a du prestige à leurs yeux, à savoir Marilyn Monroe. Et Marcel Mauss note, non sans un certain humour, qu'une jeune fille élevée au couvent et qui n'aurait jamais vu Marilyn Monroe de sa vie marcherait sans doute différemment. Autrement dit, la question de la marche par rapport à la marche étant un comportement biologique, la démarche étant un comportement social, pose la question, à nouveau frais, de la frontière entre la nature et la culture. S'il y a une frontière, on doit pouvoir l'explorer. Comment y parvenir? Oui, la marche, qui est un comportement naturel, et la démarche, c'est-à-dire le style de marche. Exactement. Alors, je me rappelle que quand j'étais jeune et déjà plus si innocent, euh, c'était les années fin des années 90, début des années 2000, euh, on a découvert le rap sur MTV. Donc le rappeur moyen, si vous voulez, c'était un type qui avait un pantalon baggy qui commençait au milieu des cuisses et finissait en tire-bouchon sur de magnifiques Timberland. Et d'un seul coup, on a voulu, au collège, on a voulu s'habiller comme ça. Alors, c'était passablement ridicule, mais surtout, on a voulu marcher comme ça. Les rappeurs avaient cette manière de marcher qui est caractéristique en roulant des épaules. Voilà. Euh, et on s'était jamais posé la question, on avait 13-14 ans, on s'était jamais posé la question de savoir pourquoi les rappeurs marchaient de manière aussi caricaturale. C'est comme ça que marchent les boxeurs. Les boxeurs ont l'habitude, si vous voulez, euh, de prendre leurs appuis sur les mollets, de marcher en toujours je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais en modifiant sans cesse l'axe de leurs épaules. Non, je suis filmé. Non, non et non. Mais en gros, si vous voulez, quand vous faites de la boxe, si vous avez déjà fait de la boxe, vous savez que le coup part pas du bras, il part de la jambe. Vous pivotez pour frapper, sinon vous n'avez aucune force. Et donc, ça implique que quand vous marchez, vous roulez des épaules. Ok. Euh, voilà, le rappeur, position de prestige pour des collégiens lambda. On s'était tous mis à marcher comme ça, sans même véritablement s'en rendre compte. Alors, mais non. Dans vos rêves. Mais vous savez, ça va vous faire travailler votre imagination. Vous pourrez voilà, imaginer ce que ça fait de voir un prof de philo marcher en roulant des mécaniques.
Euh, donc, la question de la frontière entre la nature et la culture, elle va se poser dans des termes qui vont être ceux de l'enfant sauvage. Je lis le texte et ensuite je l'explique. Vous allez voir, c'est rigolo. La méthode la plus simple consisterait à isoler un enfant nouveau-né et à observer ses réactions à différentes excitations pendant les premières heures ou les premiers jours qui suivent sa naissance. Alors je m'arrête là-dessus, déjà. Ensuite, je reprends la lecture du texte. Que nous dit Lévi-Strauss? Pour déterminer, au fond, le passage du biologique au social chez un être humain, il faut s'intéresser à l'enfance. Il faut s'intéresser au développement de l'enfant. Parce que c'est dans l'enfance que certains comportements deviennent des habitudes, qu'on commence à se socialiser et donc à développer des comportements qui vont porter l'empreinte d'un milieu social, d'une culture de manière plus large. Et donc Lévi-Strauss, en homme de science, va dire, mais c'est très simple, il faut créer des conditions expérimentales en laboratoire pour pouvoir isoler et observer un nouveau-né. Bah, c'est une bonne idée. Pas sur le plan moral, hein, sur le plan scientifique. À votre avis, est-ce qu'on va pouvoir véritablement euh, observer la nature à l'œuvre dans ces conditions? Oui, non, pourquoi? En laboratoire, ouais, de naturel, exactement. Le laboratoire, si vous voulez, en termes de... Il n'y a pas plus éloigné de la nature que des conditions expérimentales en laboratoire. Et c'est ce que va dire Lévi-Strauss. Lévi-Strauss va dire on ne peut pas espérer euh, trouver la nature humaine dans un laboratoire, qui est le summum de l'artifice. Imaginons, alors, ne serait-ce que le milieu, si vous voulez, le milieu du laboratoire n'est pas naturel, mais à un moment, il va bien falloir nourrir le nouveau-né. S'il ne doit avoir aucune interaction sociale avec qui que ce soit, on va le nourrir par des machines, par des sondes, on va imaginer ça. Mais c'est tout sauf naturel en fait. Comment espérer observer le comportement naturel d'un nouveau-né dans des conditions aussi artificielles que celles d'un laboratoire? Ça va pour tout le monde, ça? Je poursuis la lecture du texte. Il est vrai que le hasard a parfois paru réussir ce dont l'artifice est incapable. L'imagination des hommes du XVIIIe siècle a été fortement frappée par le cas de ces entre guillemets, enfants sauvages, perdus dans la campagne depuis leurs jeunes années, et auxquels un concours de chance exceptionnel a permis de subsister et de se développer en dehors de toute influence du milieu social. Mais il apparaît assez clairement des anciennes relations. Alors, qu'est-ce que c'est que les anciennes relations? Ce ne sont pas mes ex, c'est les anciens récits. Relation, ça vient de relater. Okay. Les anciennes relations, c'est un mot qui a un petit peu vieilli aujourd'hui, c'est les anciens récits. Autrement dit, les anciens comptes rendus faits par des médecins ou par... voilà, généralement, c'était souvent des médecins qui s'occupaient de ces enfants sauvages, donc de ces enfants qu'on avait retrouvés en race campagne. Il apparaît assez clairement des anciennes relations que la plupart de ces enfants furent des anormaux congénitaux et qu'il faut chercher dans l'imbécilité
dont il semble avoir à peu près unanimement fait la preuve, la cause initiale de leur abandon, et non, comme on le voudrait parfois, son résultat. Des observations récentes confirment cette manière de voir. Les prétendus enfants sauvages, pardon, les prétendus enfants loups trouvés aux Indes n'atteignirent jamais un niveau normal. L'un, Sanichar, ne put jamais parler, même adulte. Kellogg rapporte que de deux enfants découverts ensemble, il y a une vingtaine d'années, le cadet resta incapable de parler et que l'aîné vécut jusqu'à 6 ans, mais avec le niveau mental d'un enfant de 2 ans et demi et un vocabulaire de 100 mots à peine. En outre, ces exemples doivent être écartés pour une raison de principe qui nous place d'emblée au cœur des problèmes dont la discussion fait l'objet de cette introduction. Dès 1811, Glubenbach, dans une étude consacrée à l'un de ses enfants, le sauvage Peter, remarquait qu'on ne saurait rien attendre des phénomènes de cet ordre, car, notait-il avec profondeur, si l'homme est un animal domestique, il est le seul qui se soit domestiqué lui-même. Ainsi, on peut s'attendre à voir un animal domestique tel qu'un chat, un chien ou une bête de basse-cour, s'il se trouve perdu et isolé, retourner à un comportement naturel qui fut celui de l'espèce avant l'intervention extérieure de la domestication. Mais rien de tel ne peut se produire pour l'homme, car, dans le cas de ce dernier, il n'existe pas de comportement naturel de l'espèce auquel l'individu isolé puisse revenir par régression. Comme le disait ou à peu près Voltaire, une abeille égarée loin de sa ruche et incapable de la retrouver est une abeille perdue. Mais elle n'est pas devenue pour cela une abeille plus sauvage. Les enfants sauvages, qu'ils soient le produit du hasard ou de l'expérimentation, peuvent être des monstruosités culturelles, mais en aucun cas les témoins fidèles d'un état antérieur. Alors que nous dit Lévi-Strauss? Lévi-Strauss nous dit que si l'artifice, c'est-à-dire si des conditions expérimentales contrôlées en laboratoire ne peuvent pas nous permettre d'observer la nature, alors peut-être que le hasard nous le permettra. Et ce hasard, c'est l'abandon des nouveau-nés en race campagne, dans la jungle ou dans la campagne en Europe, qui nous le fournit. Ouais. Les populations nomades ont une culture. Vous voulez parler de quoi? Ah, les bons sauvages de Rousseau. Euh, Rousseau va dire cela, effectivement. Je crois même qu'il le dit dans un... Il le dit dans la préface dont je vous ai imprimé le début. Euh, Pas pour Lévi-Strauss. En fait, Lévi-Strauss explique que les populations dites primitives ne sont pas plus primitives que les populations occidentales. Qu'en réalité, ce sont des sociétés qui ont un autre rapport à l'histoire que les sociétés de progrès que sont les sociétés européennes. Ce sont des sociétés qui sont tout aussi culturelles, si vous voulez, qui ne sont pas plus proches de la nature que nous, c'est-à-dire plus proches de la nature humaine, une sorte d'état naturel de l'humanité. En fait, non. Mais c'est vrai que ça va être une autre hypothèse faite par les naturalistes, les philosophes des Lumières. Est-ce que les populations amérindiennes en particulier sont pas plus proches de l'état de nature que nous? C'est comme ça que Rousseau le dit en plus, hein. Alors, revenons aux enfants sauvages. C'est un phénomène déjà qui est statistiquement rarissime. La plupart des enfants, en tout cas en Europe,
sont abandonnés sur le parvis des églises ou devant des monastères ou des comment on appelle ça pour les religieuses? Des couvents. Et c'est un phénomène qui est déjà rare de retrouver, d'abandonner son enfant comme ça, dans une forêt. Euh, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que des enfants qui ont survécu pendant des années euh, à l'écart de la société, à l'écart de la civilisation, bah forcément, il y en a 1 sur 10 parmi ceux qui ont été abandonnés en race campagne. Et donc, rien que pour ces raisons-là, on pourrait se dire ils ne sont pas représentatifs. Ils ne sont représentatifs que d'eux-mêmes. Mais Lévi-Strauss va avancer un autre argument qui est décisif. Lévi-Strauss va dire qu'on a pris la cause de l'abandon pour l'effet de l'abandon. Les philosophes, pour le dire vite, les philosophes des Lumières vont croire que l'anormalité des enfants sauvages, c'est l'effet de leur abandon. C'est parce qu'ils ont été abandonnés qu'ils ne sauront jamais lire, qu'ils ne sauront jamais écrire, parfois qu'ils ne sauront jamais parler. Et Lévi-Strauss va dire c'est l'inverse. C'est parce qu'ils étaient anormaux qu'ils ont été abandonnés. Et en réalité, la cause de leur abandon, c'est précisément parce que les parents ont vu qu'il y avait une anomalie. Et de fait, il y a très peu de ces enfants sauvages qui parviennent à l'âge adulte. La plupart meurent avant d'avoir atteint l'âge adulte, ce qui n'est pas normal. Et ce qui tendrait à montrer que euh, bah, l'hypothèse de Lévi-Strauss est confirmée et corroborée. C'est pas leur abandon qui a fait qu'ils ont accusé un retard mental important, c'est parce que les parents avaient vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec le gosse, qu'ils l'ont abandonné comme ça. Ouais. Non, non, une fois qu'ils ont été recueillis, ils meurent précocement. Une fois qu'ils ont été recueillis par la société, on va dire, et généralement, en plus, ces enfants deviennent des stars très rapidement. Les gens sont fascinés par ce phénomène. Donc on en prend soin, si vous voulez. Ils vont mourir quand même. Oui. Non, ils mettent quelques années à mourir. Généralement, enfin, il y a ce phénomène tristement célèbre où, à la libération des camps de concentration et d'extermination, les GI, les soldats américains ou les soldats soviétiques qui vont libérer les camps vont nourrir les prisonniers, les déportés qui étaient complètement affamés. Et ces déportés vont mourir parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas absorbé de nourriture que leur corps va totalement entrer en état de choc en fait. C'est pas pour ça qu'ils vont mourir précocement. Ils vont mourir précocement parce que très probablement, alors évidemment, on peut plus faire enfin, on peut pas faire d'autopsie aujourd'hui, hein, mais il est très probable que y ait eu une anomalie génétique chez ces enfants qui ont été abandonnés. L'autre fait qui corrobore l'hypothèse de Lévi-Strauss, c'est
un phénomène qu'on va voir apparaître aux États-Unis dans les années 70, c'est ce qu'on va appeler les enfants du placard. Les enfants du placard. Alors, qui sont les enfants du placard? Les enfants du placard, ce sont des enfants. La plupart de ceux qu'on va trouver sont en Californie. Ce sont des enfants de hippies. Et contrairement à ce qu'on peut croire, les hippies ne sont pas tous des gens sympathiques. Voilà. Charles Manson. Ce sont des enfants de hippies qui vont être frappés, abusés par leurs parents, et le plus souvent pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que les parents vont les couper complètement de toute société pour qu'ils ne soient pas corrompus par elle. Et ça va se traduire par de la séquestration, de la malnutrition, des violences. Et donc on va beaucoup s'intéresser à ça dans les années 70, à ce phénomène-là, parce qu'on va se dire, tiens, ce sont peut-être les nouveaux enfants sauvages. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, non. Quand la police de Los Angeles va les retrouver, le plus souvent, effectivement, au départ, ils ne savent pas parler. Ils font le tiers de la taille qu'ils devraient faire parce qu'ils ont été mal nourris. Ils sont extrêmement violents, ils mordent. Comme les enfants sauvages d'ailleurs qu'on a retrouvés au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle. Et ils ont un retard mental qui est un retard cognitif, on va dire, et psychologique qui est important. Mais on va se rendre compte que leur facultés mentales, et en particulier les facultés de calcul, ne vont pas du tout être affectées, qui vont pouvoir rattraper leur retard. Sauf peut-être dans un domaine, le domaine affectif, il va y avoir beaucoup de psychopathes parmi ces enfants du placard. Des gens qui vont rester traumatisés à vie parce qu'ils ont vécu. Et c'est bien compréhensible. Mais ils pourront jouer aux échecs, ils pourront faire des mots croisés, ils pourront parler normalement, écrire normalement. Et donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça corrobore en fait l'idée de Lévi-Strauss selon laquelle les enfants sauvages ne sont pas sauvages du tout. Simplement, ils ont été abandonnés parce qu'ils étaient anormaux. Ils ne sont pas devenus anormaux parce qu'ils ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés parce qu'ils étaient anormaux. Puisque les enfants du placard, eux, peuvent retrouver d'une certaine manière une forme de normalité, en tout cas cognitive. Affective, non. Le plus souvent, non, hélas. Conclusion, donc, les enfants sauvages ne sont pas les enfants de la nature. Les enfants sauvages ne sont pas sauvages. Ce sont, dit Lévi-Strauss, des monstres culturels, des monstruosités culturelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont loin des normes sociales. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus proches de la nature pour autant. Les personnes dites anormales s'écartent d'une norme. Elles n'en retrouvent pas une, et certainement pas une norme naturelle. Et donc Lévi-Strauss va... alors c'est un souvenir de Voltaire que j'ai jamais retrouvé chez Voltaire.
C'est ça aussi la culture, c'est bouffer des textes et les digérer complètement. Euh, Lévi-Strauss va parler de Voltaire en parlant de l'abeille. Il va dire une abeille qui est loin de sa ruche, en fait, elle n'est pas plus proche de la nature, elle est simplement loin de sa ruche. Elle est perdue. Et ben c'est pareil pour les enfants sauvages. Les enfants sauvages, ils sont loin de la société. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus proches de la nature pour autant. Et cela, dit Lévi-Strauss, pour une raison de fond. Euh, c'est que l'être humain, et c'est sa spécificité, c'est ce qui fait la singularité de notre espèce. L'être humain est un animal domestique qui s'est domestiqué lui-même, qui s'est auto-domestiqué. Et on peut faire la comparaison avec des animaux domestiques qui, en cas de crise, de rupture avec l'univers domestique, peuvent retrouver un comportement sauvage. Ça, c'est une anecdote que je raconte souvent parce que c'est un spectacle qui m'a marqué. Vous allez à Beyrouth, au Liban, vous voyez un chat dans la rue, et vous voyez des gosses qui lui jettent des pierres, quoi. Et on se dit, mais c'est pas très Charlie tout ça. Ça se fait pas de martyriser les chats à coups de pierre. Au Liban, si. Pourquoi? Et c'est pour des raisons sérieuses. Parce qu'il y a eu une guerre civile au Liban entre les années 80 et le début des années 90, fin des années 70, début des années 90. Il y a eu des dizaines de milliers de morts dans les villes libanaises et en particulier à Beyrouth. Il y avait des chats domestiques. Leurs propriétaires sont morts. Et qu'ont fait les chats? Ils les ont bouffés. Avec un petit verre de Chianti, comme on dit dans Hannibal. Comme on dit dans le silence des agneaux, pardon. Euh, et oui, ils ont bouffé leur maître. Alors évidemment, quand un chat commence à faire ça, il y prend goût. Et les chats vont retrouver un comportement de félin, sauvage, à ceci près qu'ils chassent en meute, mais je crois il y a certains félins qui chassent en groupe, hein. Il me semble que les lionnes en particulier chassent en groupe. Et vous voyez des chats, si vous voulez, des meutes de chats, qui chassent véritablement. Et, alors pas de la grande bestiole comme moi, mais des petits enfants, parfois, il y a 15 chats qui arrivent, bah, ça peut se passer très mal. Et le but du jeu, c'est vraiment de manger. Donc, un animal domestique peut retrouver un comportement sauvage, un être humain non, parce qu'il s'est domestiqué lui-même. Il n'a pas de nature vers laquelle revenir. Grand C. Les grands singes sont-ils de petits hommes? Les grands singes sont-ils de petits hommes? Alors on peut faire le trajet inverse de celui qu'a fait Lévi-Strauss avec les enfants sauvages, et c'est ce qu'il va faire. Si il n'y a pas d'animal en nous, s'il n'y a pas de sauvagerie, plutôt d'animalité en nous, si nous ne sommes plus des êtres de nature à l'état pur, peut-être qu'il y a de la culture chez l'animal. Peut-être qu'il y a des signes avant-coureurs de culture chez certains animaux. Et le candidat privilégié parmi ces animaux, c'est évidemment l'animal qui semble être le plus proche de nous, le grand singe,
le chimpanzé et le gorille. On peut se demander si chez certains animaux, il n'y a pas des traces de vie sociale, de comportement symbolique, de religiosité, pourquoi pas, de pratiques artistiques, etc., etc. Alors c'est la question que pose Lévi-Strauss juste après dans le texte, dans l'ordre du texte. On peut donc espérer trouver chez l'homme l'illustration de types de comportements de caractère préculturel. Ça c'est fait. Est-il possible alors de tenter une démarche inverse et d'essayer d'atteindre au niveau supérieur de la vie animale des attitudes et des manifestations où l'on puisse reconnaître l'ébauche des signes avant-coureurs de la culture? C'est en apparence l'opposition entre le comportement animal et le comportement humain, j'ai oublié ça, qui fournit la plus frappante illustration de l'antinomie de la culture et de la nature. Or, les recherches poursuivies depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis, on est en 48 quand il publie ça, depuis le début du siècle, hein. Les recherches poursuivies depuis une trentaine d'années sur les grands singes sont particulièrement décourageantes à cet égard. Non que les composantes fondamentales du modèle culturel universel soient rigoureusement absentes. Il est possible, au prix de soins infinis, d'amener certains sujets à articuler quelques monosyllabes ou dissyllabes, auxquels ils n'attachent jamais de sens. Dans certaines limites, le chimpanzé peut utiliser des outils élémentaires et éventuellement en improviser. Des relations temporaires de solidarité ou de subordination peuvent apparaître et se défaire au sein d'un groupe donné. Enfin, on peut se plaire à reconnaître dans certaines attitudes singulières l'esquisse de formes désintéressées d'activité ou de contemplation. Fait remarquable, ce sont surtout les sentiments que nous associons volontiers à la partie la plus noble de notre nature, dont l'expression semble pouvoir être identifiée le plus aisément chez les anthropoïdes. Ainsi, la terreur religieuse et l'ambiguïté du sacré. Mais si tous ces phénomènes plaident par leur présence, ils sont plus éloquents encore, et dans un tout autre sens, par leur pauvreté. Alors, je m'arrête là, et je voudrais quand même analyser cette partie du texte. C'est relativement simple ce que dit Lévi-Strauss. Lévi-Strauss donc va se demander s'il n'y a pas, pour le dire très vite, s'il n'y a pas du culturel chez l'animal. Et en particulier, chez l'animal qui semble morphologiquement le plus proche de nous, à savoir le monkey. On reprend là-dessus la prochaine fois, la planète des singes.